Bonjour madame, bonjour monsieur. Mon nom est Alain Rioux pour l'organisme Les Papas en Action. Alors pour inaugurer notre première heure de couvre-feu national, nous allons poursuivre avec le chapitre 11.4.2 de magistrature ou dictature DPJN qui s'intitule La boîte à bébé. Dans notre dernière capsule, au chapitre 11.4.1 sur l'avenir du parent biologique, nous avons dressé un portrait des parents substituts. Nous avons admis une nouvelle réalité, c'est-à-dire qu'il existe un nombre croissant de parents de même sexe. Nous avons estimé qu'environ un ménage sur 4, un ménage homoparental, qu'il soit gay ou lesbien, et qui vit avec un enfant, est une famille d'accueil ou une famille adoptive. Donc, dans ce chapitre, nous allons faire un tour d'horizon sur l'adoption au Québec, notamment en étudiant la chose d'un point de vue historique, du point de vue du droit et de son processus législatif et aussi présumé de ce qui pourrait être l'avenir de l'adoption. Demain, je vous le rappelle, nous débuterons les sessions live de magistrature ou dictature en direct. Et je vous recommande de vous abonner à la page Facebook Les Papas en Action pour suivre les lives tous les dimanches soirs à 19h. Maintenant, il va de soi que ce sont les très jeunes enfants qui sont visés par l'adoption. Selon l'Observatoire des tout-petits, la DPJ recevrait environ 30 000 signalements par année pour les 0-5 ans. Donc, au cours des 10 dernières années, le nombre de signalements aurait doublé et près du tiers ont été jugés fondés. Il en résulte que le nombre d'interventions de la DPJ a augmenté de 20%. En somme, c'est plus de la moitié des 0,5 ans qui sont pris en charge par la DPJ qui finalement seront placés soit en famille d'accueil ou à l'adoption. Les bilans du DPJ nous montrent qu'environ 7 000 enfants par année sont placés en famille d'accueil et selon nos recherches de la SOCIJ à la SOCIJ, il y aurait environ 500 ordonnances d'adoption à chaque année. Et ce nombre semble être croissant dans les dernières années. Maintenant, le processus d'adoption. Donc, a priori, les parents biologiques peuvent confier leur enfant à l'adoption. Mais ce qui est la norme aujourd'hui, c'est que l'adoption est maintenant devenue une mesure de protection de l'enfant au bon vouloir de la DPJ. Depuis 100 ans, au Québec, c'est l'adoption plénière qui est la norme. Donc, d'un point de vue légal, il y a un bris de filiation, c'est-à-dire que l'adoption cause la pleine rupture des liens parentaux entre le parent naturel et l'enfant. Donc, le parent d'origine n'a plus de droit, ni de responsabilité, ni d'obligation envers son enfant. Et les communications sont définitivement rompues. Les adoptés ne peuvent même pas connaître l'identité de leurs parents qui auraient décédé. Depuis 2006, l'adoption d'un enfant qui provient d'une autre province canadienne ou d'un pays étranger est sous la responsabilité du secrétariat à l'adoption internationale et ce en conformité avec la Convention internationale de 1993. Donc, le Québec a tardé une dizaine d'années. Légalement, l'adoption vise premièrement l'enfant de parents inconnus, âgé de plus de 3 mois. Tout enfant, si la DPJ considère que les parents n'ont pas assumé le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins 6 mois. Troisièmement, l'enfant dont les pères et mères sont déchus de l'autorité parentale et que ses parents n'ont pas prévu de nommer
un tuteur pour les remplacer. Quatrièmement, l'orphelin de père et de mère, s'il n'a pas encore là été prévu qu'un tuteur pourrait remplacer les parents. Donc, l'adoption d'un enfant québécois est sous l'entière responsabilité de la DPJ. On peut classer les cas d'adoption selon les circonstances. Donc, l'adoption régulière se fait par consentement, c'est-à-dire que c'est un retrait volontaire à exercer ses droits parentaux. Donc, les parents naturels signent un consentement et leur enfant sera jumelé par la DPJ à une famille adoptive qui aura rencontré, bien entendu, les critères de sélection de la DPJ. Deuxièmement, les orphelins et les enfants abandonnés deviennent sujets à adoption par le biais de la DPJ. L'adoption en banque mixte concerne les cas d'enfants qui sont confiés à des familles d'accueil par la DPJ pour être déclarés admissibles à l'adoption par le tribunal, la Chambre de la jeunesse. Donc, au niveau de la procédure d'adoption, première chose, les adoptants font l'objet d'une évaluation psychologique réalisée par la DPJ avant le jumelage. Après 6 mois, le tribunal peut prononcer l'adoption avec ou sans reconnaissance de lien de filiation entre la famille biologique et l'enfant adopté. Donc, si cela est jugé dans l'intérêt de l'enfant, c'est-à-dire que si les parents biologiques naturels sont dans les bonnes grâces du DPJ, il est maintenant possible pour les parents bio de convenir d'une entente de communication visant à faciliter l'échange d'informations ou des relations interpersonnelles ou encore des visites supervisées par la DPJ. Néanmoins, ce constat reste conditionnel car l'enfant âgé de 10 ans ou plus doit obligatoirement y consentir et peut mettre fin à ces ententes en tout temps. Donc, jusqu'à l'ordonnance de placement en vue de l'adoption, la DPJ a le pouvoir discrétionnaire de superviser la possibilité de convenir de ces ententes, de ces contrats, si vous voulez. Donc, pour clore la procédure d'adoption, le jugement d'adoption transfère définitivement l'autorité parentale aux parents adoptifs. Et à cette étape, selon la recommandation de la DPJ, il existe 2 choix. Soit que le juge ordonne la reconnaissance de l'existence d'un lien entre l'enfant adopté et ses parents biologiques, ou que les noms biologiques soient complètement rayés du certificat de naissance de l'enfant. Néanmoins, depuis 2018, l'acte de naissance original restera disponible pour l'enfant rendu à sa majorité. Donc, par le biais du projet de loi 113, c'est seulement depuis 2018 qu'il est possible au Québec de reconnaître les liens biologiques et de convenir d'une entente de communication. Toutefois, la chose reste vraisemblablement sous le pouvoir du DPJ. Selon nos lois, le DPJ est le décideur de l'intérêt de l'enfant et, je le répète, la Chambre de la jeunesse, par force de loi, qui ordonne 98,4% de tout ce que la DPJ aura préalablement décidé. Donc, avant de survoler l'acte législatif par le projet de loi 113 à l'Assemblée nationale du Québec, ou si vous voulez par le législateur, on va se renseigner un peu sur l'historique de l'adoption et voir quelques définitions pour mieux comprendre la suite. Donc, un bref historique de l'adoption. Dans les temps anciens, certaines populations échangeaient leurs enfants entre les tribus et les clans. Dans l'Antiquité, notamment dans la glorieuse Rome antique, l'adoption permettait à une famille sans enfants de se procurer un héritier
pour éviter l'extinction de sa lignée. Au Moyen Âge, en Europe, les enfants non voulus étaient abandonnés dès la naissance sur le pavé ou dans la rue. Après cette période d'obscurantisme, au siècle des Lumières, l'Église a encouragé les placements à la crèche, d'où la création des tours d'abandon, c'est-à-dire un lieu où le parent peut déposer le bébé d'une manière anonyme au lieu de les tuer ou de les jeter à la rue. Ces boîtes à bébés, ou baby hatch, ont disparu vers la fin du 19e siècle. Un siècle plus tard, en 1999, après une série de cas où des bébés ont été abandonnés et trouvés morts congelés, l'Allemagne a remis les boîtes à bébés en place avec des lits chauffés où le bébé peut être placé depuis l'extérieur d'un édifice, normalement des hôpitaux. Donc, après les adieux du parent avec son bébé, il y a un signal qui avertit les employés de l'hôpital qui peuvent aller prendre possession du bébé. En 2005, 22 bébés ont été déposés dans les Baby Clap de la ville de Hambourg, dont 7 auraient été récupérés par la mère. En 2011, le ministère de la Santé russe a décidé d'équiper certains de ses hôpitaux avec le même procédé. Au siècle dernier, le phénomène de l'adoption internationale se développe en Europe et en Amérique du Nord. La Seconde Guerre mondiale et les guerres de Corée et guerres du Vietnam ont laissé des milliers d'enfants orphelins à la rue. Par conséquent, l'adoption internationale devient une réponse humanitaire aux conséquences désastreuses des orphelins de la guerre. Dans les années 60, dans un esprit de rêve américain de prospérité et de conquête de l'espace, il se développe une idéologie de solidarité entre le monde industrialisé et le tiers-monde. Donc les bien nantis, en quelque sorte, se déculpabilisent en portant secours aux enfants des pays pauvres. Donc, l'adoption devient un phénomène croissant. Après 1970, la hausse du taux d'infertilité, les famines et l'effondrement des pays, communistes de l'Est, rendent l'adoption de plus en plus populaire. De ce fait, naît la Convention de la protection de l'enfant internationale et la coopération en matière d'adoption en 1993. Maintenant, si on revient en 2020, la tendance a repris une pente inverse. Il semblerait que la volonté des pays soit maintenant de préserver les familles et de privilégier les familles élargies ou la communauté pour prendre soin de leurs enfants. De ce fait, comme dans les cas des boîtes à bébés, ce sont souvent des enfants qui ont des problèmes de santé qui deviennent les enfants adoptables à l'international. Il en résulte qu'au Québec, depuis 10 ans, le nombre annuel d'adoptés à l'international est passé de 550 à 150 et il existe de moins en moins d'organismes agréés. Maintenant, que peut-on présumer sur l'avenir de l'adoption? Un constat évident reste à l'effet que le taux d'infertilité des couples hétérosexuels a doublé depuis 1980. C'est maintenant un couple sur 6 qui ne peut pas avoir d'enfants par le moyen naturel que nous connaissons. Cette progression va-t-elle se stabiliser, diminuer ou continuer à augmenter? Et dans quelle mesure? Il est difficile de répondre à cette question,
mais on comprend que la chose soulève plutôt une certaine inquiétude. Par ailleurs, la science évolue rapidement. Depuis 2010, Québec finance de 3 à 6 essais de fécondation in vitro. En 2011, au Canada, seulement 15% des essais ont donné un enfant unique en santé. Pour l'instant, recourir à la procréation assistée comporte certains risques, notamment les grossesses multiples, l'accouchement prématuré et les malformations congénitales qui seraient plus fréquentes. Donc, attendu ce mode de procréation récent, il est possible que des inconvénients qui soient toujours inconnus surgissent à un moment donné. Bref, l'incertitude est omniprésente pour pallier à l'infertilité par la science pour l'instant. Comme nous l'avons mis en évidence au chapitre 11.4.1, la formation de couples de même sexe est en pleine expansion. De plus, je le dis sous toute réserve, les mouvements sociaux semblent en apparence être favorables à ce nouveau mode de vie à deux. Ceci étant dit, notre constat est à l'effet que le potentiel de parents adoptants est important. À tout le moins, le bassin de parents ne disposant pas de moyens naturels pour avoir des enfants s'élargit comme jamais dans l'histoire du Québec. Avant la Révolution tranquille, on pouvait trouver une famille de 10 enfants à chaque coin de rue. Or, maintenant, le taux de natalité diminue d'année en année et l'infertilité augmente. Toutefois, dans le contexte actuel, l'adoption d'un enfant québécois semble être la meilleure solution pour les parents qui ne peuvent pas avoir d'enfants. L'abandon étant un phénomène extrêmement rare de nos jours, il est dominant que la banque mixte est dorénavant la boîte à bébés des Québécoises et des Québécois. Maintenant, des questions se posent. Quel est le droit d'un enfant de consentir à son adoption? En Ontario, par exemple, l'enfant de 7 ans ou plus doit donner son consentement. Au Québec, s'il est âgé de 10 ans et plus. Toutefois, lorsque l'enfant de moins de 14 ans refuse son consentement, au Québec, le tribunal peut, nonobstant le refus, prononcer l'adoption. Et c'est l'article 549 de notre Code civil du Québec. Doit-on privilégier l'adoption ouverte dans l'intérêt de l'enfant adopté, c'est-à-dire permettre et encourager la collaboration entre les parents naturels et les adoptants? Est-il dans l'intérêt de l'adopté de communiquer avec son parent naturel? Doit-on faciliter la quête identitaire et laisser libre cours à la volonté de l'enfant adopté de connaître ses racines familiales et sociales? Doit-on mettre fin à la confidentialité absolue entourant l'adoption et au régime du secret qui existe depuis un siècle? Doit-on étendre la coutume autochtone de la tutelle au sein de la société québécoise? Voilà quelques questions qui sous-tendent le projet de loi 113 que nous allons voir un peu plus loin. Mais attention, ici, au Québec, au risque de vous décevoir, c'est la DPJ qui a le monopole de décider dans l'intérêt de l'enfant. Et les parents naturels ont très peu d'influence à la Chambre de la jeunesse. Juste avec ce dernier fait, vous avez suffisamment de motifs pour aller remplir nos questionnaires sur la DPJ. Maintenant, quelques questions de droit.
L'adoption est régie par les lois provinciales et la protection de la jeunesse également. Sauf qu'il existe actuellement un litige provincial fédéral sur le droit autochtone en protection de la jeunesse. En 1873, le Nouveau-Brunswick légifère de manière à soustraire les enfants illégitimes pour les confier à des couples inaptes à procréer. Dans notre société québécoise, l'adoption était sous l'immense emprise du clergé et l'adoption était liée à la communauté et à la religion. Depuis 1982, notre Code civil produit maintenant le même effet que la common law dans le reste du Canada. Jusqu'à tout récemment, la loi produisait, comme je l'ai dit, l'adoption plénière, et rappelons-le, que l'adoption plénière, le lien biologique, est pleinement et entièrement détruit et caché à l'enfant. De ce fait, les ex-adoptés ont fait de plus en plus de pression sociale pour obtenir le droit d'entrer en contact avec leurs parents naturels et vice-versa. L'Ontario a créé un registre de divulgation volontaire. Donc, les ex-adoptés peuvent inscrire leur désir de trouver leurs parents naturels, mais avant l'âge de 18 ans, les parents adoptifs peuvent interdire tout contact avec les parents biologiques. Selon le Code de procédure civile et l'article 564 de notre Code civil, le tribunal compétent pour décider en matière d'adoption au Québec, c'est la Chambre de la jeunesse. Dans le livre de la famille au chapitre de la filiation par adoption, les articles 543 à 584 de notre Code civil établissent les règles de droit en matière d'adoption au Québec. On va maintenant regarder un coup d'œil sur la procédure législative. Donc, tout député peut présenter un projet de loi, mais dans les faits, ce sont les ministres qui préparent par le biais des avocats du gouvernement, et ce sont eux qui présentent les projets de loi selon le programme législatif du gouvernement en place, qu'il soit caquiste, libéral ou péquiste, par exemple. Donc, les étapes du projet de loi sont les suivantes. Premièrement, la présentation. C'est-à-dire que là où la ministre dépose son projet de loi qui va être disponible pour consultation en ligne sur Internet, et à cette étape, il y a une mise aux voix où l'Assemblée nationale décide si le projet de loi est accepté. Deuxième étape, les consultations particulières. Donc, c'est là le point où j'insiste, vers lequel, quand je vous dis qu'on va déposer un rapport à l'Assemblée nationale et qu'après ça, on peut défendre nos droits à l'Assemblée nationale dans un projet de loi, c'est à cette étape numéro 2, les consultations particulières. Donc, si le projet de loi est accepté, une commission parlementaire formée de porte-parole des différents partis reçoit des personnes et des organismes qui sont concernés par le projet de loi. Donc, environ 1 heure est accordée à chacun et la possibilité également de déposer un mémoire pour présenter le point de vue par écrit. Troisièmement, l'adoption du principe. Donc, un débat est ensuite ouvert à l'Assemblée nationale entre les 125 députés qui est suivi par un vote pour ou contre ou l'abstention du député. Ensuite, on passe à la 4e étape qui est l'étude détaillée. Donc, il y a une commission parlementaire qui examine les articles du projet de loi un par un. Les partis dans l'opposition demandent des amendements au projet de loi du ministre qui sont soit adoptés ou refusés ou jugés irrecevables. Et ensuite, il y a un rapport qui est rédigé sur la tenue de cette commission-là qui dure normalement plusieurs jours.
Cinquièmement, le rapport de la commission. Donc, ce rapport doit être accepté pour poursuivre la démarche législative. Encore là, il y a un petit court délai qui est accordé aux députés pour présenter de nouveaux amendements. Sixième étape, l'adoption du projet de loi. Donc, la version définitive de cette loi ou du projet de loi doit obtenir un vote majoritairement favorable des 125 députés. Finalement, ensuite, c'est une étape, puisqu'on est dans une monarchie constitutionnelle, c'est la sanction royale. Le projet reçoit la sanction du lieutenant-gouverneur, qui est le représentant de la reine. Précisons que lorsque le parti au pouvoir est majoritaire, il est plutôt rare que le vote des députés puisse empêcher le projet de loi de traverser toutes les étapes. Le nouveau gouvernement caquiste, jusqu'ici, ne s'est pas gêné pour faire adopter rapidement ces projets de loi par le bâillon, c'est-à-dire mettre fin aux discussions et forcer le vote. En ce qui concerne le projet de loi 113 que nous regardons aujourd'hui, plusieurs tentatives avaient été inscrites au feuilleton de l'Assemblée nationale depuis 2009. Donc, on voulait réviser les règles en matière d'adoption. Il y a eu des consultations générales. Il y a eu 3 groupes de travail qui ont notamment examiné le régime légal de l'adoption, l'adoption coutumière autochtone et l'adoption internationale. Donc, les projets ont été abandonnés puisqu'il y a eu des élections et des changements de pouvoir. Aujourd'hui, le projet de loi 113 modifie le Code civil et la loi sur la protection de la jeunesse. Donc, maintenant, il est possible, sous certaines conditions, et souvent avec l'accord de la DPJ, de faire connaître les liens biologiques avec une mention sur le certificat de naissance de l'enfant adopté, de conclure des ententes de communication, d'échanger des renseignements entre la famille d'origine et les adoptants, d'ajouter une tutelle supplétive, c'est-à-dire qu'un parent naturel peut déléguer son autorité parentale à un tuteur légal de son choix, un membre de sa famille, par exemple. Donc, la tutelle supplétive s'inspire de la tutelle coutumière autochtone, qui est une solution alternative à l'adoption pour éviter la rupture des liens de l'enfant suite au décès de ses parents, par exemple. Cette approche traditionnelle des peuples, communautés et nations autochtones est désignée comme étant la garde coutumière. Il est également possible de ordonner des droits distincts lorsque les parents de l'enfant sont de même sexe. Donc, selon l'article 578.1, lorsqu'il existe un lien biologique avec l'enfant, dans le cas du père s'il s'agit d'un couple masculin ou dans le cas de la mère s'il s'agit d'un couple lesbien, la loi attribue à chaque parent des droits distincts, l'autre parent étant vu comme un parent adoptant. Lorsqu'aucun des parents n'a de lien biologique avec l'enfant, les droits des 2 adoptants de même sexe peuvent être déterminés par le juge. Toutefois, l'adoption fait naître les mêmes droits et obligations que la filiation par le sang, et lorsque l'adoption est prononcée, les effets du lien biologique prennent fin entre l'adopté et ses parents naturels. Il appartient aux parents adoptifs d'informer l'enfant sur le fait qu'il a été adopté et de l'informer des règles relatives aux divers moyens de reprendre contact avec ses parents naturels. Il est possible de faire des démarches selon les articles 582 à 584 qui permettent à l'adopté d'obtenir des renseignements sur ses antécédents ou de demander des retrouvailles avec sa famille biologique selon l'article 583. Cependant,
Tous les dossiers judiciaires et administratifs restent confidentiels et aucun renseignement ne peut être révélé si la demande n'est pas conforme. C'est la DPJ qui conserve les dossiers d'adoption. Donc, depuis 2018, la DPJ donne suite aux demandes de retrouvailles et la DPJ est maintenant mandatée pour trouver les parents naturels de l'enfant. Dans son bilan de 2019, fait nouveau, bilan de la DPJ, on voit qu'il y a eu 1144 demandes de retrouvailles et qu'il y a eu 1019 retrouvailles. Auparavant, les ex-adoptés du Québec se débrouillaient comme ils pouvaient ou faisaient appel à l'organisme Mouvement Retrouvailles Québec, qui existe depuis les années 80 et qui procédait surtout par des avis de recherche. Bref, pendant un siècle, ils ont vécu des souffrances dans leur quête d'identité, entravées par des difficultés légales indéniablement nuisibles aux retrouvailles. À cet égard, la nouvelle loi impose toujours certaines limites et certaines restrictions, malgré les grandes améliorations qui ont été adoptées par l'Assemblée nationale en 2018 par le projet de loi 113. Par exemple, la personne recherchée doit être préalablement informée, selon l'article 583.8. Si la personne recherchée est introuvable, sous prétexte de son plein droit à un éventuel refus de contact, la DPJ ne dira pas à l'enfant le nom de sa mère ou le nom de son père biologique, dans le cas où la DPJ n'aura pas réussi à contacter le parent pour obtenir son accord. Maintenant, on va écouter quelques extraits de cet acte législatif pour lesquels nous allons par la suite ajouter quelques commentaires. Donc, nous allons maintenant vers l'Assemblée nationale du Québec. Alors, dans un premier temps, prenons connaissance de ce qui arrive d'une manière générale. Donc, le projet de loi 113 est présenté par son auteur, qui est la ministre de la Justice à l'époque du gouvernement Couillard, Madame Stéphanie Vallée. Donc, il s'agit d'un projet de loi publique du gouvernement qui modifie le Code civil et la loi sur la protection de la jeunesse en matière d'adoption. Donc, la présentation s'est faite le 6 octobre. Ensuite, on a fait les consultations particulières, dont 4 séances qui se sont déroulées du 22 novembre 2016 au 29. Ensuite, le rapport de la commission sur la consultation a été déposé, accepté et voté par l'Assemblée nationale. L'adoption du principe a été adoptée en décembre 2016. Ensuite, on a procédé à l'étude détaillée en commission parlementaire, comme je vous ai expliqué, par plusieurs séances où on a passé chacun des articles de loi au peigne fin en y apportant les amendements qui ont été soit rejetés ou retirés ou adoptés. Ensuite, la commission qui a fait l'étude détaillée a déposé son rapport et on a voté, on a accepté ce rapport-là la même journée. Et la même journée, le projet de loi a été adopté et finalement, il a reçu la sanction du lieutenant-gouverneur. Et qui a-t-on reçu le 22 novembre? Donc, la Chambre des notaires. La Confédération des organismes familiaux du Québec, la COFAQ, on regardera un extrait plus tard, c'est-à-dire la Fédération des parents adoptants. Donc, c'est les parents adoptants ont été entendus dès le début.
Et comme il y avait une bonne partie de la loi qui touchait les Autochtones, donc le Grand Conseil des CRI, les services sociaux de la baie James, et une association pour l'adoption québécoise, et finalement le mouvement Retrouvailles. Le lendemain, mercredi 23 novembre, on a entendu un homme, M. André Deslauriers, qui est un ex-adopté. Ensuite, on a entendu des avocats et avocates en droit familial, Maître Alain Roy, qui est présentement nommé pour débattre des prochaines modifications sur en droit de la famille, la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec. Le 24 novembre, bien entendu, on a entendu le Barreau du Québec, les directeurs et directrices de la protection de la jeunesse et les femmes autochtones du Québec et Conseil de la Nation Atikamekw. Petit historique, la première loi québécoise en matière d'adoption remonte en 1923. Il y a eu des changements au fil des ans, évidemment, et il y a également plusieurs modèles familiaux et le profil des enfants adoptables a aussi beaucoup changé. L'adoption elle-même, elle est beaucoup mieux perçue, elle est acceptée par la société. Le changement, l'évolution de la société amène à apporter une autre façon de voir l'adoption et de l'intégrer dans la réalité des familles. Et je veux saluer la présence de juristes de l'État qui sont parmi nous ce matin. Je dévoile mon intérêt, Monsieur le Président, je suis une ex-juriste de l'État. On a appris plein de choses et on a appris à se connaître. Entre nous, c'est fantastique, c'est un beau travail qui va rester et on va continuer à travailler ensemble grâce à vous. 2005, 2007, 2009, 2012, 2013, on comprend que vous avez retenu, que ceux qui ont écrit PL 113, disons, ont retenu ce qui avait été déposé par les différentes organisations au cours des différentes commissions parlementaires que vous avez tenues. Donc, force est de constater que vous avez retenu certains messages parce que le projet de loi 113, somme toute, a de très belles avancées. L'à-propos de permettre à un mineur de consentir à une telle reprise de contact en l'absence du consentement de sa famille, la famille adoptante. Moi, évidemment, je représente les parents adoptants, donc je vais être capable de vous donner quelques exemples, mais vous aviez plusieurs sous-questions. Je vais essayer de me rappeler de toutes celles-là. La première, au niveau des états de situation, c'est sûr qu'il y a des enfants ou il y a des familles où vraiment il y a des gros problèmes d'attachement. Moi, j'ai plus affaire avec des familles classiques, en fait, d'adolescents qui vont s'opposer des fois avec un refus classique d'adolescents. Maman, t'es pas fine aujourd'hui, puis qui vont aller se diriger vers une démarche comme ça pour des raisons de maturité, en fait, puis de vulnérabilité. Puis c'est pas qu'on veut leur refuser le droit, c'est que ça bouleverse l'enfant, ça bouleverse la famille. Puis l'adolescent peut avoir un conflit de loyauté quand il aborde cet enjeu-là avec son parent adoptif parce que il les aime profondément, leurs parents biologiques, qui leur ont donné la vie, qui est un lien de sang, mais qu'ils connaissent pas. L'adolescence est certes de loin le moment le plus risqué pour favoriser des retrouvailles parce que dans son exaltation, son impatience, son immaturité et en dépit de son besoin de dépendance, l'adolescent, porté par la possibilité de la rencontre avec la mère idéale, peut gonfler un espoir mythique à la mesure de son rêve, esquiver toute contrainte normale imposée par ses parents adoptifs, instaurer sa relation sur un mode de chantage qui éventuellement entraînera leur épuisement, sinon leur démission et possiblement un nouvel abandon. Je crois qu'à 14 ans, un enfant peut être mûr pour ça. Pourquoi est-ce que les parents adoptants ne sont pas informés que le parent biologique a fait une demande? Et je vous dirais qu'au-delà de l'âge physiologique, les enfants qui sont adoptés sont des enfants qui n'ont pas la maturité comparable à un enfant de 14 ans. Donc, c'est souvent des enfants qui ont une immaturité. Des enfants qui ont été adoptés à 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. C'est des enfants qui ont très souvent 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans de moins de maturité que leur âge physiologique. Et c'est à l'insu, en fait, c'est le fait que ce soit à l'insu de la famille adoptive. Alors, merci beaucoup à vous deux, Madame Simard, Madame Morel, pour votre mémoire, votre présentation, votre passion. On se revoit. Moi, je revois des gens que j'avais vus il y a plusieurs années, donc c'est beau de voir que la passion est toujours intacte.
pour défendre ces dossiers-là très importants. Je veux saluer à nouveau, je pense qu'on est accompagné de beaucoup de juristes de l'État cet après-midi, donc je salue leur présence. C'est quelque chose qui avait été beaucoup soulevé à l'époque des autres auditions, la question qu'il puisse y avoir un certain marchandage parce que le parent adoptant, pour obtenir un consentement à l'adoption, on pense aux banques mixtes, comme par exemple dire qu'il va y avoir une entente de communication, donc il va y avoir un échange d'informations, sans que ce soit vraiment l'intérêt de l'enfant. Moi aussi, ça m'a interpellée quand j'ai lu ça, cette espèce de jeu de pouvoir-là pour que l'adoption puisse aller de l'avant. Madame Morel? En fait, je vais vous référer plus à l'association qui va passer tout à l'heure pour l'adoption québécoise, qui vivent vraiment que leurs membres sont essentiellement des membres de banques mixtes. 10 minutes pour faire votre présentation. Après, il y aura un échange avec Madame la ministre et les porte-paroles des deux oppositions. Vous allez nous présenter la personne qui vous accompagne. Je vous laisse la parole. Nous sommes reconnaissants de pouvoir soumettre nos préoccupations face aux enjeux qui touchent les familles de la PAC. Beaucoup d'enfants issus de la banque mixte ont reçu depuis plusieurs années des jugements d'adoption plénière entraînant la rupture de liens de filiation. On voudrait souligner l'importance du soutien de la famille adoptive lors des retrouvailles. Puis on est préoccupé avec les droits d'un jeune de 14 ans à pouvoir entamer les procédures de retrouvailles sans le consentement des parents. La famille d'où proviennent ces enfants est souvent vulnérable et démunie et représente un réel risque de retrouvailles particulièrement difficile pour l'adopté. Par contre, nous sommes d'avis que la famille adoptive sera mieux placée pour déterminer où et comment l'adopté est apte à vivre les répercussions des révélations de ses origines, parfois troublantes et douloureuses, compte tenu de la fragilité émotionnelle de l'adolescent et encore plus particulièrement de l'adopté. Alors encore une fois, nous, on pousse à revenir à un droit légal à 18 ans. Merci de nous accueillir. Je suis Caroline Brown, directrice de la protection de la jeunesse et directrice provinciale pour la région de Chaudière-Appalaches. Je suis accompagnée de M. Éric Salois, qui est directeur de la protection de la jeunesse et directeur provincial pour la région de Lanaudière, ainsi que de Maître Annick Bergeron, qui est du CIS de la Montérégie-Est, et Maître Alexandra Laberge, qui est du CIS de Chaudière-Appalaches, ainsi que de Mme Nicolane Vautour, qui est chef de service adoption au CIS de la Montérégie-Est. Je vais passer la parole à M. Salois. Bonjour. En 2016, contrairement au profil d'adoption du siècle dernier, la majorité des parents qui choisissent de signer un consentement général à l'adoption ne le font plus en raison du fait qu'ils sont soumis à une pression familiale ou sociale. La majorité des adoptions d'enfants québécois s'actualisent suite au constat des incapacités sévères des parents à assumer leurs responsabilités parentales. Ceci signifie qu'une partie des enfants adoptés connaissent leurs origines et ont côtoyé leurs parents dans le cadre souvent de visites supervisées. Les DPJ occupent donc une place de choix dans la réflexion des projets de vie d'adoption et dans l'élaboration de ces derniers. En 2015-2016, nous avons réalisé 236 adoptions d'enfants québécois et nous avons été impliqués dans 147 situations d'adoption internationale. Les DPJ accueillent favorablement le projet de loi 113, mais nous demeurons avec certaines préoccupations pour lesquelles nous adressons 20 recommandations. Nous devons faire confiance aux parents adoptants à le fait que s'ils choisissent de mettre fin à l'entente de communication, c'est parce que celle-ci ne sert plus l'intérêt de l'enfant ou encore parce que le maintien de cette dernière serait à son détriment, décision qui peut être prise par tout parent compétent. Donc, nous recommandons que soit ajouté à l'article 579 du Code civil qu'aucun recours judiciaire, incluant le recours visant à l'obtention des droits d'accès, ne sera possible par la famille d'origine dans les cas où le parent adoptant ou l'enfant âgé de 10 ans et plus déciderait de ne plus y donner suite. Nous sommes actuellement témoins de retrouvailles via les réseaux sociaux, ainsi que les effets dévastateurs de telles retrouvailles. Nous croyons qu'en raison de l'expertise clinique déjà présente dans nos établissements, ainsi que nos pratiques rigoureuses en matière de conservation de dossiers et de traitement d'informations confidentielles, la recherche d'antécédents et de retrouvailles doit demeurer une responsabilité exclusive du DPJ. Pour les jeunes âgés de 14 ans à 18 ans, le cadre législatif proposé impose d'informer un demandeur âgé entre 14 et 18 ans de l'identité de son parent d'origine et ou des informations lui permettant d'entrer en contact avec ce dernier, et ce, sans accompagnement clinique obligatoire. Nous considérons
que nous avons une responsabilité d'accompagnement et une responsabilité de protection envers ces jeunes. Par conséquent, nous recommandons qu'un accompagnement par le DPJ soit obligatoire pour les jeunes âgés entre 14 et 18 ans qui ont fait l'objet d'une déclaration d'admissibilité à l'adoption. On veut vraiment laisser place aux parents adoptants qu'on a préparés, avec lesquels on a eu l'occasion de long et en large de discuter de tout ce qui peut arriver dans le futur. Les choses évoluent, mais on veut laisser toute la confiance à ces parents-là qu'on a évalués, qu'on a pris le temps de regarder leurs compétences parentales, et à partir du moment où on considère qu'ils peuvent être les parents de cet enfant-là, on veut leur laisser toute la latitude de prendre des décisions comme tout bon parent a la compétence de le faire en lien avec les relations que les enfants peuvent avoir dans leur vie. Alors, c'est un petit peu pour ça qu'on souhaite que cette entente-là ne soit pas... il n'y a pas de recours au tribunal. Pour nous, c'est important. Puis, autre chose, c'est que c'est toute la notion de droit. D'avoir des recours au tribunal, pour nous, ça amène une notion de droit pour le parent biologique, alors qu'on va encore dans une adoption quand même qui rompt ces liens-là. Pour conclure sur ce projet de loi 113, nous souhaitons préciser les remarques suivantes. Comme vous l'avez vu, l'adoption d'un projet de loi se réalise dans un milieu composé presque essentiellement d'avocats qui ne connaissent pas la réalité des parents biologiques aux prises avec la DPJ, et ils ne connaissent absolument rien de l'autre côté de la médaille, sauf ce qui leur est confié par le biais des mémoires et des témoignages d'experts et des organismes concernés. Dans le cadre des consultations particulières du projet de loi 113, plusieurs organismes se sont clairement positionnés dans l'intérêt des parents adoptifs. Les préoccupations entendues visent surtout à restreindre les ententes de communication entre les parents naturels et leurs enfants adoptés et réclamaient d'accorder des droits décisionnels aux parents adoptants pour décider de l'intérêt de l'enfant adopté. Dans le même sens, le témoignage de la DPJ recommandait aux législateurs d'empêcher les parents naturels de saisir le tribunal pour voir leurs enfants et de soumettre les rencontres entre les parents naturels et les enfants adoptés au plein droit des parents adoptants, puisque, comme on l'a dit, c'est la DPJ qui a choisi ses parents adoptants et la DPJ fait confiance à ses nouveaux parents qui sont de bons parents. La DPJ demande d'exercer son pouvoir discrétionnaire pour répondre aux demandes des adolescents de 14 à 18 ans qui voudraient voir leurs parents biologiques. Bref, la DPJ veut s'ingérer et décider sous le prétexte de l'intérêt de l'enfant. Pourtant, les enfants de 14 ans au Québec, dans notre société, ont notamment un droit d'accès à leurs dossiers médicaux et peuvent prendre des décisions de se faire traiter au niveau de la santé sans même le dire à personne. La chose la plus préoccupante dans ce débat législatif, c'est que personne et strictement personne n'a représenté la position des parents biologiques dans cette affaire, mais que tous ceux qui ont des intérêts particuliers vont tirer sur leur coin de la couverte et sont bien accueillis et entendus par l'Assemblée nationale, sauf les bios. Et par-dessus tout, on se félicite de la collaboration du législateur avec les organismes qui demandent certaines choses particulières, notamment, on l'a entendu de la bouche de ceux qui représentent les parents adoptants. Mais le tout se fait en l'absence complète de deux membres de la triade adoptive. OK, on a entendu le parent adoptant de diverses façons. Mais l'adopté
est absent du débat et le parent naturel est absent du débat. Donc, ces deux membres-là sont des membres de la triade adoptive. Mais ils ne sont pas entendus dans ce débat. Maintenant, levons un carton rouge. Que les parents qui ont passé à travers le filet de la DPJ soient représentés. Notre rapport sera également déposé légalement à la Bibliothèque nationale du Québec, c'est-à-dire que ce rapport va être là pour l'éternité. Vos identités resteront confidentielles, mais la vérité sera tout au moins connue. Je ne sais pas ce que vous pensez du chapitre intitulé « La boîte à bébé » et du mode d'adoption des 100 dernières années au Québec. Mais en faisant des recherches et en étudiant le dossier, pour moi, la chose est teintée d'une certaine cruauté. Et selon mon opinion, le législateur a été négligent et a laissé les ex-adoptés crier pendant longtemps. Bien des malheurs pourraient être évités. Toutefois, si vos histoires ne sont pas dévoilées, ça continuera de plus belle. Donc, dans l'intérêt de l'enfant québécois, de son parent naturel et du maintien du lien biologique, il est incontournable et extrêmement urgent de remplir les formulaires. Le bon sens doit reprendre ses droits. Pour terminer, j'aimerais peut-être spécifier un conseil sur l'adoption, notamment pour éviter l'adoption de votre bébé. Essayez de prévoir un tuteur légal pour votre enfant, que ce soit un membre de la famille ou un proche. Ceci étant dit, je vous remercie beaucoup et nous continuerons bientôt un autre chapitre de Magistrature ou dictature. Alors, bon couvre-feu.